Salutations camarades du Cercle Aristote, nous recevons aujourd'hui Baskar de la chaîne YouTube Hypnomachie. Salut Baskar, qui traite de l'utilisation des techniques hypnotiques à notre insu dans notre vie quotidienne. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement J'ai à ça. peu près bien résumé. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager sur les réseaux sociaux, faut faire circuler l'information. Donc bonjour monsieur Baskar. Eh ben, salut à toi et merci, vraiment merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Eh bien je t'en prie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Puisque c'est un peu tendu en ce moment. Alors, c'est comme cette présentation a des chances d'être suivie autant par des gens qui ne connaissent pas mon travail que par des gens qui connaissent déjà l'hypnomachie, je vais devoir réussir le tour de force d'intéresser les nouveaux et de présenter succinctement mon travail tout en apportant du grain à moudre à ceux qui le connaissent déjà. Et j'adore les défis, donc on va essayer de faire les deux. Euh, Eh bien on c'est m'a parti. Lorsqu'on m'a commandé un peu cette conférence, j'ai naturellement demandé si l'équipe souhaitait que je traite d'un thème en particulier qui pourrait plus ou moins correspondre à la ligne éditoriale de votre site. Et on m'a très aimablement répondu que j'avais carte blanche. Alors à ce moment-là, j'ai une petite voix un peu maligne qui s'est élevée en moi et qui va me dire bon, on va bien pouvoir s'amuser. Donc pour celles et ceux qui me connaissent pas encore, donc je suis le responsable de la chaîne YouTube Hypnomachie. On y étudie l'impact de l'hypnose, des différentes transes hypnotiques sur notre quotidien, hein, que ce soit votre belle-mère, votre banquier, votre curé, les hommes politiques, publicitaires, etc. Et vous n'êtes pas donc sans savoir que tout du long de votre journée, un certain nombre d'individus à l'éthique très très discutable vont essayer d'influencer votre système nerveux, d'impacter sur votre psychisme, votre cognition, et d'aiguiller votre prise de décision dans un sens ou dans un autre. Je forme aussi depuis longtemps maintenant différents professionnels de la santé mentale, des psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, mais aussi le tout venant qui vient augmenter sa capacité à discerner les mécanismes d'effraction et à s'en protéger et à extraire aussi les éventuels résidus de programmation hypnotique qui peuvent subsister au sein de leur subconscient, puisque nous avons tous été sujets à ce genre de programmation précoce dans l'enfance, l'adolescence, etc. Alors, quand on m'a laissé la possibilité de choisir le sujet de mon choix, mon enfant intérieur avait envie de jouer et d'aller explorer les différents postulats et allant de soi qu'il me semblait discerner au sein de ce que j'avais vu de l'équipe du Cercle Aristote, ou en tout cas de la vitrine, en tout cas publique de ce cercle, n'ayant pas la prétention de maîtriser absolument tout ce que vous pouvez produire. Alors, la chose qui me sauta aux yeux tout de suite et qui me donna le thème de cette intervention, c'était que c'était un institut qui portait un certain nombre de valeurs dites politisées. Bon, entendez bien que quand je dis politisé, il y a de ma part absolument aucun jugement de valeur, hein, c'est un simple constat, puisque il est assez rare que des individus dépensent autant de temps et d'énergie dans ce qu'on appelle vulgairement l'éducation populaire, sans que ce soit soutenu quelque part par une certaine vision politique ou politisée du monde, voire philosophique. Alors la politique, c'est effectivement l'art d'organiser la chose publique, de lui donner une forme, de la structurer quelque part. Il me semblait important en ouverture de revenir sur ce que disait Milan Kundera lorsqu'il mettait en avant que tout désir d'ordre était en même temps un désir de mort. Car la vie avec un V majuscule, est de facto une perpétuelle violation de l'ordre. Chaque fois qu'on essaye de mettre la vie dans les petites cases, elle a cette tendance fâcheuse à essayer d'en sortir. Dans ma démarche, j'ai l'habitude d'amener les auditeurs à examiner ce qui dérange, ce qui gratte, les impensés, les allants de soi qui sont contenus au sein de toute forme de démarche. L'aspect branlant de nos axiomatiques, hein, ces espèces de grands-parents rigides et dogmatiques que l'on prend pour acquis afin de pouvoir nous autoriser à engendrer des concepts, des idées, des modèles, ces talons d'Achille comme ça qui sont contenus dans tout édifice conceptuel que tentent maladroitement de dissimuler celles et ceux qui ne s'aiment pas suffisamment pour reconnaître à la fois la vacuité de leur connaissance autant que le ridicule des positions publiques qui permettent de fait de les brandir comme ça avec aplomb en disant moi je sais. Donc je vous donne pas d'exemple précis, je pense que l'époque malheureusement parle d'elle-même, hein. Il se crée ces temps-ci environ 4 ou 5 Nexus par an à peu près, c'est absolument énorme. Un Nexus, pour ceux qui ne sont pas familiers de mon lexique, c'est pas mon lexique, c'est de la psychologie sociale, c'est une sorte de tabou, c'est un impensé, si vous voulez.
ou en tout cas quelque chose que vous n'avez pas le droit de penser en public si vous souhaitez continuer à appartenir au groupe social et à la société. Le réchauffement climatique, les vaccins anti-Covid, théorie du genre, guerre en Ukraine, féminisme et j'en passe. Ces nexus, donc, fleurissent en nombre et en très très peu de temps, tels des comédons sur le visage d'un adolescent. Je vous propose donc de nous atteler ensemble à explorer, pour ne pas dire à faire explorer, la transe hypnotique qui sous-tend peu ou prou toute approche centralisée et constructiviste de la politique. La politique, c'est l'art de gérer ce qui se passe dans la cité, dans la police en grec, et à ce titre, il convient de réexaminer ensemble les bases incontournables et anthropologiques qui font l'existence de tout groupe social. Alors le principal défi de ce que les modernes appellent le vivre ensemble reste et demeure la gestion de l'agressivité humaine. Nous avons beau avoir été biberonnés à grands coups de visions comme ça grandiloquentes de l'homme, incluant la possibilité d'une transcendance, les valeurs humanistes ou religieuses pour les uns ou pour les autres, je ne sais quelle tradition. Il n'empêche que nous continuons de partager avec nos ancêtres mammifères un cerveau mammifère, un cerveau mammalien qui commande et nous oblige au quotidien de manière beaucoup plus importante que ce que le vulgum pecum ne s'autorise à le penser. Pour vous donner un simple ordre d'idée, nous effectuons au quotidien autour de 35 000 actions et nous serions conscients que d'environ 0,26% d'entre elles. Retenez pas les chiffres, retenez juste l'ordre d'idée, mais c'est très peu, c'est vraiment très très peu, et cela peut nous permettre de réaliser à quel point nous passons littéralement notre vie dans un état second, dans une sorte de transe hypnotique, mue par des déterminismes qui nous dépassent. Parmi les conditionnements les plus profonds, les plus ancrés au sein de l'humain, se trouve notre sens de l'appartenance. Entendez-moi bien, je ne suis pas ici en train d'affirmer que ce dernier serait mauvais, nuisible ou haïssable, juste que, factuellement, une grande partie de celui-ci nous dirige à notre insu et exerce sur nous une influence considérable, d'ordinaire, largement sous-évalué. Prenez par exemple l'effet Werther. L'effet Werther, c'est un effet psychologique qui est assez peu connu et qui nous apprend que dès que l'on assiste au suicide, présenté d'une manière un minimum romanesque d'une célébrité dans les médias, on assiste dans les jours qui suivent à une hausse des suicides des gens qui sont exposés à cette information. Notre prédisposition, comme ça, au mimétisme est totalement décorrélée de nos intérêts véritables. La plupart d'entre nous subissons cet état de fait en nous, aveugle au coût exorbitant qu'il implique, tant individuellement que collectivement, puisqu'il est question ici de politique. En fait, en faculté de psychologie et en cours de psychologie sociale, j'ai pu réaliser à quel point l'étude livresque de ces phénomènes ne permettait pas de s'en distancier, tant ils sont profondément ancrés chez l'homme. Pour s'en distancier, cela demande des méthodes et un travail particulier, extrêmement spécifique, qui engage tout l'être et ne se limite absolument pas à sa cognition, à une simple approche théorico-théorique d'amphithéâtre. Cela implique de donner de soi, ce que les jeunes générations peinent de plus en plus à faire, nées dans un monde où tout se doit d'être facile d'accès et où l'on se préoccupe tant de l'expérience utilisateur, sans réaliser que cette logique n'a de sens que dans le cadre d'un marché et que tout ne se résume pas à ce qui se vend ou s'achète, et qu'il s'agit même là de la part la plus indigente et la moins intéressante de l'existence. Les faits pénètrent difficilement les lieux où vivent nos croyances, disait Balzac, c'est aussi vrai en ce qui concerne la psychologie, et ce, même pour les professionnels. Jung conseillait d'ailleurs à ses étudiants d'apprendre la psychologie non sur les bancs de l'université, mais dans les meetings politiques, dans les sectes religieuses et au bordel. Alors pourquoi faire ce travail, demanderont certains. Je leur répondrai simplement pour ne pas être dupe. Même si je leur concède 1 million de fois que l'on peut vivre toute sa vie en étant parfaitement dupe de nombre de notions plus illusoires les unes que les autres, l'on peut parfaitement vivre en croyant qu'avoir une BMW fait de nous un homme meilleur, que mon antivirus assure ma sécurité, voire que le but de la vie et de l'existence serait, comme le disait le sage indien Baba Muktananda, de manger des pizzas.
J'ai pris à dessein ici des exemples qui ne soient pas trop clivants afin de conserver à ce stade de mon exposé l'homogénéité relative de mon audience. J'espère que c'est le cas. Mais il vous suffit d'aborder certains sujets plus polémiques et l'agressivité humaine refait surface, tel Manuel Valls à l'approche d'une élection au sein de l'Union européenne. Un des plus grands défis de l'être humain consiste à ne pas associer la dureté de la vie à la présence d'autrui afin de pouvoir être en état de conserver neuropsychologiquement son cœur ouvert. Comme le décrivait si bien René Girard, dont nous reparlerons dans la suite de cet exposé, une des manières antédiluviennes de se protéger de l'agressivité de ses congénères consiste à désigner un bouc émissaire. Cet individu, ou cette classe d'individus, cristallisera ainsi les pulsions agressives du groupe, de sorte à générer l'illusion d'un espace collectif dénué de danger et dans lequel il sera enfin possible pour le plus grand nombre de ressentir un profond sentiment d'apaisement, de sécurité, aussi illusoire soit-il, permettant à terme de bâtir réellement une société. Ainsi, de ce point de vue, la politique devient alors l'art de désigner l'ennemi. Cependant, cela pose alors une nouvelle question. Comme l'aurait dit Castoriadis, on est en droit de se demander qui décide et qui décide de comment nous décidons. Autrefois, cette question était régie par les rapports de force. La force dispose d'un certain nombre d'inconvénients. Tout d'abord, lorsque quelqu'un essaie de vous contraindre, il vous est toujours possible de vous enfuir ou de lutter. En d'autres termes, de résister aux injonctions. Avec le temps et l'augmentation des connaissances en neurophysiologie et neuropsychologie, l'efficacité de ce que Noam Chomsky a appelé le soft power s'est petit à petit imposée en Occident et dans les pays développés. Nous sommes passés des champs de bataille à ciel ouvert au neurocontrôle des masses. L'homme moderne est ainsi enchaîné qu'il n'a même plus conscience d'avoir des chaînes. Et c'est tout le propos de mon travail que d'aider l'homme moderne, endormi, lénifié dans son confort, à retrouver un peu de la liberté qu'on lui a jadis confisquée. Cela peut sembler bien abstrait à nombre d'auditeurs et, si j'osais, je dirais que c'est le signe justement de l'efficacité des chaînes suscitées. Dans l'éducation et la première partie de la vie de la plupart des hommes modernes, l'absence d'expérience de l'individu seul face aux forces brutes de la nature rend impossible l'idée même de sortir du giron des figures d'autorité. Cela entraîne un certain nombre de conséquences plus fâcheuses les unes que les autres. Tout d'abord, cela pérennise des systèmes plus ou moins iniques et dysfonctionnels, l'individu n'ayant absolument aucune idée de ce que c'est que de se débrouiller par lui-même. Il continuera ainsi, subconsciemment, à attendre d'un parent extérieur la résolution de ses problématiques élémentaires. Cela le maintient dans ce que l'on appelle en psychologie sociale une sorte d'état agentique, de régression, et cette régression est d'ailleurs une forme de transhypnotique, nous y reviendrons. Ensuite, l'absence de frayage neurologique initial rend bien plus coûteux les éventuels essais à venir, au point d'oblitérer, dans la plupart des cas, la simple possibilité d'essayer de sortir du système dysfonctionnel. En un mot comme en 100, cela fabrique à la chaîne des êtres humains d'élevage prompts à être gouvernés, à être dirigés. Mendel sélectionnait jadis les petits pois, aujourd'hui l'on sélectionne les humains, et ça n'est pas l'effondrement récent du taux de testostérone, ou la baisse drastique du QI, ou la baisse également drastique de la sexualité de nos jeunes qui me contredira, et a priori ça n'a rien à voir avec un renouveau de la vertu religieuse. Cette tendance se constate parallèlement à la hausse du poids de l'État dans nos vies. Nous vivons au sein d'un des pays possédant le plus haut taux de prélèvements obligatoires au monde, et l'on évoque encore régulièrement dans les médias de nouvelles taxes et augmentations à venir. Quand l'on constate en parallèle la désagrégation des services publics dans le même laps de temps, je me demande, à l'instar de Charles Gave, où passe le pognon. Comme disait Bastiat, quand le pillage devient un moyen d'existence pour un groupe d'hommes qui vit au sein de la société, ce groupe finit par créer pour lui-même tout un système juridique qui autorise le pillage et un code moral qui le glorifie. Et c'est précisément ce qui se passe en réponse à la question posée plus haut par Castoriadis. Vous vous souvenez de qui décide et comment est-ce qu'on décide qu'on décide. Tout groupe social implique un ensemble de représentations sociales, de mythes, d'illusions
partagée par les membres du groupe, afin d'en assurer la continuité et la permanence. Et son corollaire, toute narration autour de la notion d'intérêt général ou de bien commun relève ontologiquement d'une forme de crypto-prise de pouvoir sur les institutions. Même le RIC, le fameux RIC, qui, bien qu'étant souvent soutenu par des gens profondément sincères, n'échappe pas à la règle. Ceux qui définissent le cadre d'élaboration des lois et de la Constitution détermineront indirectement l'établissement de celle-ci et ses modalités. Il convient donc de déterminer un métasystème équitable pour que nous puissions définir comment on va déterminer les lois sans prise de pouvoir d'une partie du corps social sur un autre. Mais si on fait ça, il faudrait aussi un méta-métasystème afin de déterminer un métasystème équitable. Et si on fait ça, il faut ensuite un méta-méta-métasystème. Nous voici embarqués collégialement dans une récursivité dont l'infinité n'aura d'égal que la vacuité des promesses électorales de campagne. En un mot commençant, même si cela peut sembler être une bonne idée, cela constitue malgré tout, et quoi qu'on en dise, une crypto-prise de pouvoir. Crypto-prise de pouvoir au sein duquel l'on rencontrera les deux niveaux distincts présents au sein de toute communication perverse. Un niveau apparent et un niveau caché qui contredira le niveau précédent. Qu'il s'agisse du RIC, de la démocratie, de la monarchie ou de tout autre système institutionnel d'organisation collectivisée, cela ne change rien. Au premier niveau, tout le monde est pour le bien, l'harmonie, la planète et autres thématiques évoquées par Miss France lors de son sacre. En pratique, ce qui se jouera sera le choix du bouc émissaire. Va-t-on sacrifier un tel ou un tel, pressuriser tel ou tel groupe au profit de tel autre, chaque gouvernant vantant alors les mérites du point d'équilibre, équilibre de Nash pour les fans de cybernétique, chaque gouvernant donc vantant alors les mérites du point d'équilibre qu'il vient d'essayer de vous refourguer. Et oui, l'État, le politique, c'est la grande fiction par laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. C'est donc au nom de la disparition de l'agressivité et de la violence humaine que nous avons généré nos institutions, mais tous les travaux anthropologiques nous montrent que cette disparition de l'agressivité n'est en fait qu'une forme d'invisibilisation des pulsions de domination, absolument pas leur résolution effective et totale. Les conservateurs honiront les barbares, les progressistes les bourgeois ou les privilégiés, les libéraux honiront les collectivistes. Bien sûr, on est en droit de se demander, à raison, si tous ces distinguos et ces narrations se valent. Et non, bien sûr, elles ne se valent pas. Reste à déterminer sur quels critères on établit la valeur, puisque, ici encore, celui qui détermine le moyen d'évaluation détermine le résultat. Mais laissons cette question de côté pour le moment et revenons quelques instants à la logique du bouc émissaire, si vous le voulez bien. Il s'agit donc de faire disparaître le sentiment d'insécurité, comme le disait un de nos anciens présidents. Notez comme nous sommes dans toute cette histoire dans une confusion absolument totale entre la carte et le territoire, entre le symbole et le symbolisé. Ce qui correspond à la définition parfaite de la folie, selon Alfred de Korzybski, la confusion totale entre le symbole et ce qu'il représente. La symbolique recouvre Dieu comme un pelage, disait Maître Eckhart, l'hypnomachie est l'art de raser l'animal. Si la psychologie est l'étude des mensonges de l'homme, alors la politique est une forme de folie appliquée, consistant à générer de la violence, tout en prétendant que cela contribue à la supprimer. On marche sur la tête. Les choses sont claires, il y a ici un cahier des charges annoncé et un réel qui témoigne de l'existence d'un double discours pervers initial que nous venons à présent de mettre en lumière et d'identifier. C'est un échec complet, tellement cuisant que la plupart des observateurs engagés en politique préfèrent refouler ou dénier ce constat plutôt que de s'y confronter avec honnêteté. Il faut dire que le cerveau limbique déteste devoir subir les conséquences d'un phénomène vis-à-vis duquel il ne peut rien. Alors, il se crée des illusions pour ne pas vivre sa condition de petit animal impuissant. Et fort de ce constat d'échec, nous disons simplement, il n'y a pas de politique au sens noble du terme, juste de la violence et du sacrifice
qui avance sans dire son nom. Ce sacrifice au cœur de la théorie de René Girard, qui nous révèle comment le mécanisme du bouc émissaire déjà cité est au cœur de tout groupe social institutionnalisé. Je vous renvoie directement à l'auteur dans le texte, si ces notions vous intéressent, ou sur ma chaîne, où je m'efforce humblement de vulgariser un peu ses travaux, voire, moins humblement, d'aller même plus loin, assis sur l'épaule de ce géant. Les choses sont claires, les constats posés, l'information est disponible et accessible. La vie institutionnelle implique, pour maintenir l'illusion de la paix, l'illusion de la sécurité, des sacrifices. Nous adorons encore Moloch, tout en prétendant être laïque. Je ne suis pas dupe. Mais nous résistons collectivement à cette prise de conscience qui demande, il est vrai, autant de courage et de bollocks, il faut bien le dire, que de douceur et d'acceptation de notre finitude. Partout dans les médias, nous constatons le nombre faramineux d'individus qui restent, comme dirait Lacan, pris dans le discours de la politique, pour ne pas dire empêtrés. Pire, ces illusions sont pour certains un gagne-pain, ce qui rend encore plus difficile, et on le comprend très très bien, on leur en veut pas, la réalisation de la vacuité de l'édifice. L'identification à la politique est extrêmement répandue et constitue même la norme au cœur des milieux militants. Et cette identification relève, nous y revenons enfin, de ce que l'on appelle dans le jargon une transe hypnotique. La transe hypnotique d'identification consiste à nous prendre pour un de nos attributs, à nous considérer nous-mêmes de manière restrictive. Je suis un conférencier, vous êtes un auteur. Je suis un charcutier, un avocat, un chauffeur de bus, gay, bi ou hétéro, chrétien ou juif, sportif, scientifique ou littéraire, champion, PhD, TDAH ou PDG, vous avez compris l'idée. C'est se prendre pour le personnage, pour la personae, le masque, sans le moindre espace de respiration, sans pondération, sans nuance, au premier degré. C'est s'être perdu, avoir confondu les narrations de la socioculture avec le soi. Réduire l'étant au perçu. Vivre dans un monde d'apparence, se contenter du superficiel. Alors bien sûr, une telle transe ne survient pas par accident. C'est une manière dont dispose le psychisme de se protéger d'événements que le système nerveux immature ne sait pas gérer. Et compte tenu du fait que l'humain est un être néoténique, il reste très longtemps dans cet état de vulnérabilité extrême, nommé l'enfance, dans un état fortement hypnotisable, notamment dans les premiers temps de sa vie, où l'humain passe un temps considérable en onde alpha. En gros, à l'époque où on vous a vendu l'existence d'un barbu qui faisait des jouets au Groenland avec des lutins. Le hic, c'est que les traumas initiaux d'une personne façonnent son système nerveux pour le restant de ses jours et qu'à moins d'un travail particulier, la plupart des individus continueront à se construire sur la base de ce frayage neuronal initial. Pour peu que le sentiment d'identité ait été malmené, et il y a dans la vie d'un petit enfant des milliers d'occasions pour que cela ait lieu, celui-ci sera comme équilibré par différentes transes d'identification qui lui permettront de survivre. Pour peu qu'ensuite la socioculture, les éducateurs, les parents, les mentors, les curés et compagnie renforcent encore cette tendance en étiquetant leur progéniture, même avec les meilleures intentions du monde, parce qu'effectivement, la plupart des parents ou des éducateurs, lorsqu'ils disent à leurs enfants « Ah, mais mon chéri, qu'est-ce que tu es bon en mathématiques ? Oh, ma chérie, qu'est-ce que tu es belle ? Qu'est-ce que tu es intelligente ? Qu'est-ce que tu es sportive ?» Ils le font la plupart du temps avec les meilleures intentions du monde, mais malheureusement, les meilleures intentions du monde ne suffisent pas à empêcher le procédé d'étiquetage. Et comme disait Cioran, un homme qui se respecte, justement, n'a pas de patrie. Une patrie, c'est une forme d'identification la plupart du temps que nous avons tous. Une patrie, c'est déjà de la glu, disait-il. Entendez-moi bien, je ne suis pas ici en train de tenir un discours bêtement antinationaliste bas du front. La nation, comme les grandes religions, sont des mythes qui disposent d'une vertu fondamentale. Permettre à des dizaines, à des centaines de millions de gens de faire œuvre commune. Et certaines grandes choses ne pourraient pas voir le jour sans cela. Les génocides, par exemple. Bon, non, je plaisante. Mais notre propos ici est simplement d'appeler un chat et un mythe un mythe. Ceci dit, je vous propose à titre d'expérience et d'exercice d'essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qui justifie l'agrégation de plusieurs dizaines de millions d'individus et qui rendrait vraiment son absence absolument terrible?
La plupart du temps, on se rend compte qu'il s'agit simplement de se dire on se groupe pour des intérêts économiques, militaires, culturels, enfin bref, pour avoir plus de puissance dans l'affrontement vis-à-vis des autres. Mais que si jamais à un moment donné on cesse d'être dans une espèce de logique d'affrontement vis-à-vis d'autrui et qu'on se contente simplement de vivre sa propre vie, on se rend compte qu'on est simplement là dans un mécanisme qui est basé sur la peur et là encore, on y revient sur le conflit mimétique. Moi-même, alors que j'étudie la psychologie depuis 25 ans, je ne suis pas dupe des mythes, par exemple, qui sous-tendent la psychologie, l'existence d'une psyché séparée, la reproductibilité des différentes études scientifiques en psychologie, mythe qui fut d'ailleurs extrêmement mis à mal par la récente crise de la reproductibilité, justement, mais qui n'a dérangé que ceux qui croyaient au mythe au premier degré. Tout comme je reste libre d'obéir face au contrôle d'un policier, même si je ne suis pas dupe du caractère illusoire de sa fonction. Il importe ici de ne pas se braquer et de ne pas confondre mettre en perspective avec nier. Mon discours ne se veut pas militant, ce serait un comble. Il s'agit simplement de poser un peu de lucidité sur certains impensés chez l'humain. Alors certains diront tout est politique, comme certains disaient autrefois tout est religion, tout est sexe, tout est pouvoir ou tout est relatif. Comme souvent dans ces tentatives d'affirmer le totalitarisme d'un mode de pensée, l'observateur, celui qui forme ainsi ce jugement, ne parle, en réalité, que de lui-même, de son incapacité à lâcher la chose politique pour envisager le monde d'un autre point de vue. Si vous vous reconnaissez dans ce cas, alors vous êtes susceptible d'être de ceux qui profiteront le plus de cet exposé, et je m'en réjouis profondément. Mais cela demande un véritable effort que de lâcher de telles habitudes cognitives, surtout si elles nous ont permis de nous structurer, surtout si elles sont notre gagne-pain, surtout si c'est par cet unique biais que l'on se présente aux autres. Une étude de 2006 menée par l'université de Duke en Caroline du Nord nous apprend que près de 45% de nos comportements seraient l'expression d'habitudes strictement automatiques. L'hypnomachie s'inscrit forcément, donc, dans les 55% restants. À l'instar de la méditation de pleine conscience, on n'a jamais l'habitude de faire de l'hypnomachie par définition, ou alors c'est qu'on se fourvoie. Et cela implique forcément de se jeter dans le vide, et donc cela implique forcément une forme de foi. Moi-même, c'est la première fois que je lis ainsi un texte, j'ai plutôt l'habitude de me faire interviewer, et donc il y a quelque chose qui relève de certains rails, puisque je lis ce que j'ai écrit, même si de temps en temps je fais quelques petits apartés, qui est assez intéressant pour moi, et un tantinet paradoxal, mais qu'il est bon parfois de se poser et de vivre le paradoxe. Dans la construction de la psyché humaine, il y a un temps pour construire et un temps pour déconstruire. Un pour apprendre et respecter ce qu'est une nation, ne serait-ce que pour pouvoir être en capacité cognitive de pouvoir adhérer à quelque chose qui nous dépasse, et donc ainsi pouvoir, comme nous l'avons dit, se fédérer avec des millions d'humains, et un temps pour ne plus être dupe des rapports de domination-soumission qui la sous-tendent. Comme dans la fable des aveugles et de l'éléphant. Vous connaissez peut-être cette histoire de sagesse traditionnelle dans laquelle un groupe d'hommes aveugles, tous aveugles, touche un éléphant et essaie de décrire à quoi il peut ressembler. Certains touchant ses pattes, disent « Ah, c'est une espèce d'énorme pylône », d'autres touchant sa trompe « Ah non, c'est comme un serpent », d'autres ses défenses « Non, c'est comme des pics », etc. Chacun a fondamentalement raison, mais chacun ne voit pas la big picture, l'image globale. Comme souvent, donc, chacun dispose d'un point de vue valable sur le réel. Certains assurent que la patrie et la nation sont fondamentales, c'est vrai. D'autres nous apprennent que la France n'existe pas, c'est tout aussi vrai. Et surtout, il n'y a aucune contradiction entre les deux propositions. Les deux ne sont contradictoires que dans le cadre tristement étriqué de la logique aristotélicienne qui, elle aussi, doit être étudiée, maîtrisée, puis déconstruite, de sorte à identifier à quel moment celle-ci constitue un modèle digne d'intérêt, un média digne d'intérêt, et quand est-ce qu'elle devient un frein obstruant à la recherche sur tel ou tel sujet. Comprenez bien que derrière l'identification à la patrie dont je vous parle, à la nation, à la chose commune en général, autant que derrière l'identification à la déconstruction, se cachent quasi systématiquement des formes de pathos non digérées, non conscientisées, qui tirent secrètement les ficelles dans l'ombre. Je résumerai la chose ici par une phrase étonnamment simple, mais lourde de conséquences, le genre de phrase qui n'a l'air de rien, mais qui résume à elle seule des décennies et des décennies d'expérience humaine. Dans le domaine de la morale, de l'éthique et des règles de conduite, certains avaient proposé par exemple « aime ton prochain comme toi-même », une fois ceci bien compris,
fais ce qu'il te plaît. C'est simple, c'est facile à retenir, mais on sent intuitivement que derrière l'apparente simplicité de cette sentence, il y en a pour des décennies de pratique. Et bien ici, ce que je vais vous proposer, c'est pareil. Je résumerai la chose, disais-je, par la phrase suivante. Une fois adulte, personne ne peut plus rien nous apporter. Une fois adulte, personne ne peut plus rien nous apporter. On voit déjà que la phrase a plusieurs sens. Elle explique déjà la propension à une forme d'adolescence de nos jeunes. Si une fois adulte, personne ne peut plus rien nous apporter, cela donne envie de rester enfant encore quelque temps, le temps d'en profiter encore, d'être sûr qu'on ne manquera plus de rien, etc. Cela réactive bien vite ce que l'on appelle des pulsions régressives. Vous avez quelque chose qui s'appelle le questionnaire de Zitelmann qui mesure plutôt bien cet item. Il mesure ce que l'on appelle un coefficient d'envie sociale, c'est-à-dire l'envie que nous avons de priver autrui de ses ressources sans pour autant en bénéficier nous-mêmes. Il ne s'agit donc pas de se les accaparer, mais simplement de les enlever à autrui parce que cela nous rend simplement jaloux. Je rappelle à tout hasard que l'humain est une espèce qui a la capacité de jouir du fait de priver autrui de l'accès à certaines ressources, et ce, même si cela ne lui bénéficie concrètement sur aucun point. Je renvoie une nouvelle fois l'auditeur aux théories de René Girard et à ce qu'il nomme donc le conflit mimétique, dans lequel deux individus s'affrontent dans un jeu de double, au point d'oublier même l'enjeu ou le prétexte de l'affrontement pour se concentrer sur la conflictualité en elle-même. Quiconque a déjà gardé deux frères en bas âge sait exactement de quoi il s'agit. Vous savez, ils commencent à se battre pour avoir un jouet, mais très très vite, justement, la nature même du conflit prend le pas sur la motivation initiale, et quand bien même vous prenez le jeu et que vous partez avec, les deux jeunes frères continuent à se taper dessus. Il est surtout question de savoir qui va gagner ce combat, le reste n'étant qu'un prétexte. Et on mesure souvent très mal l'impact d'une notion aussi basique sur l'état de nos sociétés. Il s'agit d'une approche anthropologique d'un problème déjà jadis posé par le biologiste Henri Laborie, lorsqu'il s'aperçut avec stupeur que deux rats placés dans une cage électrifiée et impuissants à soulager leur souffrance apaisaient leur agonie en se battant les uns avec les autres. Nous sommes bien souvent réduits à ce type de stratégie face au tragique de la condition humaine. Il m'arrive quelque chose, je suis impuissant et je vais frapper ma femme, mes enfants, etc., etc., ou mon chien quand il n'y a personne d'autre. Simplement, étant dotés de lobes frontaux, nous excellons à rationaliser quelque peu ce type de violence ordinaire, mais le fond reste le même. Il s'agit simplement d'une biologie interne non intégrée, non maîtrisée, et cela reste malheureusement la norme au sein de l'espèce. Le questionnaire de Zitelmann, donc, disais-je, mesure ce coefficient d'envie sociale. En dessous du chiffre 1, l'envie ne prime pas. Au-delà de 1, elle devient chez l'individu un moteur important. Pour vous donner un exemple, le Royaume-Uni a été mesuré à 0,37, les USA à 0,42. En général, là-bas, lorsque vous réussissez, on se réjouit plutôt pour vous. On se réjouit de la prospérité de son voisin. La France culmine, elle, à 1,26 points. Mon mentor écrivait dans un texte publié dans les années 90 que l'âge mental des Français était catastrophiquement bas. Je n'ai jamais retrouvé la source de son affirmation de l'époque, mais ce coefficient tendrait à soutenir l'hypothèse que nombre de Français semblent avoir choisi, consciemment ou inconsciemment, de rester dans ce qu'on appelle une transe hypnotique de régression en âge, cultivant par là des stratégies basées sur l'envie et la jalousie, plus que sur la responsabilité individuelle. Bon, d'un autre point de vue, cette phrase « une fois adulte, personne ne peut plus rien nous apporter » que je vous citais tout à l'heure peut également être entendue bien autrement. Comme une invitation, par exemple, à une forme de responsabilisation et de réalisme. Il ne s'agit pas, bien sûr, quand on veut, on peut, d'un développement personnel trop individualiste, pour être honnête, justement, mais d'un constat simple. Nul autre que nous-mêmes ne peut nous faire le cadeau de quoi que ce soit si nous ne nous le faisons pas en premier à nous-mêmes, dans le confort feutré de nos recoins les plus intimes. Toute personne ayant déjà travaillé en psychiatrie avec un paranoïaque comprendra de quoi il est question ici. Vous avez beau donner à cette personne toutes les preuves de votre bonne foi et de vos meilleures intentions, cela en demeurera d'autant plus suspect à ses yeux. Tant qu'il n'accepte pas lui-même de s'autoriser à faire confiance,
tous les gages produits ne changeront rien à l'affaire et à sa perception. Il faut que le déclic vienne de lui-même, de l'intérieur. Une fois adulte, personne ne peut plus rien nous apporter. Cette phrase nous invite à réaliser que pour être reçu, tout cadeau de la vie demande à avoir été tout d'abord accepté au fond de notre subconscient. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport avec la politique ? Eh bien, c'est que toute participation à un système politique qui ne soit pas basée sur le respect et la primauté de la souveraineté individuelle remet ipso facto en scène ce type d'inconscient non investigué. Et comme le disait pour une fois à juste titre tonton Freud, l'inconscient, c'est la politique. Et vous savez quoi, sur ce coup-là, il avait bien raison. Mieux, l'intensité de l'action militante rend compte d'une manière quasi proportionnée de la quantité d'ombre non accueillie par l'individu. Cela n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est classique de rechercher à changer le monde à 18 ans et que c'est déjà bien plus pathétique si cet état de fait perdure à l'âge de 60 ans. En tout cas, si cela provient du même espace. Je ne suis pas en train de dire évidemment que la sagesse se résume à une espèce d'acceptation résignée du réel, mais elle implique en tout cas d'intégrer à la fois son envie de révolte comme les limites lucides de sa propre puissance personnelle. Il est donc bien question ici, dans une approche apagogique, de bien discerner, militer depuis un espace non investigué et le faire depuis un espace de lucidité, vous l'avez compris. Reste à voir si agir depuis cet espace d'intégration de son ombre mérite encore le terme de militantisme. Je vous en laisse juge. Chaque petit dictateur en puissance, du haut de son ombre perché, tient ainsi en son bec sa vision, son narratif, qu'il va tenter de nous vendre via le contrôle de la langue. L'un parlera d'immigrés, d'autres de migrants, l'un de néolibéralisme, l'autre de capitalisme de connivence, l'un de marché libre, l'autre d'oppression systémique. Aucun de ces termes ne sont neutres et ils constituent chacun les bases d'un récit politique qui peuvent se résumer au final selon 3 configurations et pas beaucoup plus. Avec toi, contre toi, sans toi. Avec toi désigne les approches collaboratives, au sein desquelles les décisions doivent être prises avec toi, c'est-à-dire ensemble. On notera ici comment est-ce que cette manière de présenter les choses possède une valence émotionnelle positive, sympathique. C'est vrai, c'est sympa de coopérer, de discuter ensemble. En tout cas, cela peut l'être pour certains lorsqu'il s'agit de déterminer si les impôts serviront à construire une crèche, un stade, une bibliothèque. Ça l'est déjà nettement moins lorsque vous devez obtenir la permission de toute la commune afin de savoir si vous êtes autorisé à porter ou non des vêtements blancs un jour de deuil national ou à chauffer votre appartement à 18 degrés ou à 19. Contre toi va désigner les approches basées sur un ennemi extérieur. Il sera ainsi facile de fédérer des groupes via l'existence ou la création, c'est classique dans l'histoire des idées, d'un bouc émissaire externe. Toute la psychologie sociale valide évidemment l'efficacité de ce type de stratégie. Ici, la violence et le sacrifice contenu dans celle-ci sautent évidemment rapidement aux yeux. Et si l'on peut aisément trouver, surtout avec un petit peu de propagande médiatique, des gens qui seraient tout à fait OK pour jeter quelques bombes sur Pékin ou sur le palais de Poutine, beaucoup moins se réjouiraient, je pense, d'une guerre contre la Suisse, l'Allemagne ou la Belgique. Il faudra d'ailleurs un jour m'expliquer la différence de nature entre les premiers et les seconds, mais peu importe. La logique sacrificielle du bouc émissaire de René Girard et les rats de Laborie, l'un comme l'autre, obéissent à des instincts profonds chez l'humain. Ils n'ont que faire de la congruence logique. La biologie, quand elle est frustrée et qu'elle a besoin de se décharger, se fiche de la congruence logique. Et c'est justement parce qu'elle s'en fiche que la cohérence épistémologique constitue un excellent garde-fou, un excellent surmoi, contre ce type de stratégie sacrificielle. On est toujours OK avec le sacrifice tant que c'est pas à notre tour de passer à la casserole, mais bon, là encore, je vous apprends rien. Il fait un peu sombre, excusez-moi, je vous mets un peu de lumière. Voilà. Pour autant, bien peu parviennent à faire les médiations entre la théorie générale que je viens de vous exposer et leur propre militantisme politique. Nous, c'est pas pareil, on est le vrai camp du bien, ça n'était pas du vrai communisme, etc., etc. Malheureusement, l'humanité, qui devrait avoir 5000 ans d'âge, retombe en enfance après chaque génération. Bon. Et enfin, la troisième modalité possible d'organisation politique, c'est le sans toi. Alors, sans toi, ça renvoie à une forme plus subtile de sacrifice ou d'exaltation d'un soi indépendant, individuel,
qui peut nous amener à négliger, voire à sacrifier le fait que nous appartenons tous à la même unité fondamentale. Mais alors, très vite, on tombe très très vite dans la mystique. Et dans une époque où tout ce qui n'est pas mesurable et quantifiable est moqué et raillé, eh bien, ce type de logique sacrificielle a encore, je pense, de beaux jours devant lui. Et c'est dommage, car c'est probablement l'un des plus pernicieux. Pire, à l'heure d'Internet, alors que le savoir est parfaitement disponible, il ne percole plus. Et tant pis si cela fait un demi-siècle qu'on a étudié l'impact du fait de masser des individus sur un tout petit terrain, notamment via des études sur les cloaques comportementaux. On a pourtant observé que ça augmentait, en agglomérant les gens comme ça, que ça augmentait l'agressivité, les déviances sexuelles, que ça entraînait de l'hyperactivité, une hausse du taux de cortisol, donc du stress, et que certains, en réponse à ça, s'isolaient, s'ostracisaient eux-mêmes à la manière des hikikomori japonais, se refusant alors à toute vie sociale. Toute coïncidence avec l'époque actuelle dans les grandes villes, n'est bien sûr pas un hasard. Et pourtant, alors que nous disposons du savoir disponible, l'information peine à passer des universitaires vers le grand public malgré le travail formidable de nombreux vulgarisateurs. Quand il s'agit de rejouer un conflit mimétique, là, oui, l'information se répand très vite car elle joue sur les bas instincts. C'est ainsi que les vidéos de clash font le buzz sur Internet ou que, en à peine 10 ans, presque tout le monde connaisse aujourd'hui des termes comme l'ultra-crépidarianisme ou l'effet Dunning-Kruger, deux notions qui ont en commun toutes les deux, qu'elles peuvent facilement être utilisées à peu de frais pour se penser être supérieures à autrui, sans jamais avoir à en apporter la preuve tangible. Foutue cohérence logique. C'est tellement facile de se dire que c'est l'autre qui ne comprend pas et qu'il est victime d'un biais cognitif sans jamais avoir à descendre dans l'arène argumentative, évidemment. Alors, chers amis, à l'aune de ce regard sans pitié sur l'état de déliquescence de notre système nerveux par rapport aux enjeux du siècle, la politique constitue, pouvons-nous dire, une sorte d'opium déclinant. Un opium déclinant après que des technocrates aient fait maintes fois revoter le peuple lorsqu'il votait mal. Un opium déclinant après que des présidents de plus en plus décomplexés aient insulté, ignoré, voire éborgné le peuple. Un opium déclinant après que des idéologues aient violé tous les traités internationaux, par exemple, en matière de santé publique. Bref, on pourrait penser aussi aux accords de Minsk, etc., etc. Il semblerait qu'une conscience croissante de la mascarade politique finisse par s'imposer. Il suffit d'observer le taux de participation aux élections pour s'en convaincre, même si la puissance de la propagande et de l'éducation précoce puisse également ralentir cette décantation cérébrale populaire. Car en effet, endoctriner des enfants dès le plus jeune âge par des cours d'instruction civique, en interdisant au besoin manu militari, sans jeu de mots, les éducations alternatives et l'éducation par la famille, par l'omniprésence de la politique politicienne dans les médias, etc., cela contribue bien sûr à soutenir un système que l'on sait et que l'on a établi précédemment être un échec sur pattes. Et ça n'est pas simplement mon point de vue subjectif que je dis là, c'est un échec du point de vue du cahier des charges du système lui-même. Alors en général, la dissonance cognitive amène des phases de négociation du type il faudrait une 6e république. Ça n'est pas l'État qui est le problème, c'est le fait que des arrivistes en aient gangréné les structures. Il faut plus de démocratie, etc., etc. Et tant pis si l'on dispose d'études solides sur le fait que l'impact de la prise de fonction, sur le fait que lorsqu'un individu arrive en fonction politique, c'est-à-dire qu'il vient, même si on le tire au sort et qu'on prend un honnête homme et qu'on l'amène dans une situation de pouvoir, eh bien, dans ces moments-là, un agneau élu va se transformer très très vite en loup de par le simple fait qu'il soit élu et un poste de pouvoir. Mais alors, que faire alors, me demandent certains. Eh bien, il n'y a rien à faire, justement. Il y a déjà à observer notre envie frénétique de faire et à accueillir le fait que, justement, alors que notre cerveau mammifère n'a qu'une seule envie, c'est de passer à l'action, il n'y a, lorsqu'on prend le temps de réfléchir et d'étudier le savoir disponible, rien à faire, ou peut-être un petit quelque chose, nous allons y venir. Lorsque l'on guérit d'une maladie, que fait-on à la place? Rien, on se remet à vivre normalement, tout simplement. Le cerveau mammifère déteste ne rien faire lorsqu'un danger le guette. Durant la pandémie, les pays qui ont continué de vivre normalement, laissant les règles de sécurité à la souveraineté de chacun, ne s'en sont pas moins bien tirés que les autres. Car il s'agit bel et bien du degré de peur et de stress que nous tolérons
au sein de notre organisme. C'est de cela dont il est question dans cette histoire. Nombre de professions n'existent qu'à cause du caractère non investigué de notre ombre psychologique personnelle, dont ma profession. Je marque ici d'ailleurs un but contre mon camp, ce qui devrait en toute logique vous persuader de ma bonne foi. Car les vérités que je vous ai mentionnées au cours de cet exposé m'amèneront, si réellement vous les intégrez, à la ruine. Mais je préfère devoir me reconvertir dans un monde en bonne santé mentale que de faire mon beurre sur la souffrance humaine. Si la socioculture est l'écume des injonctions hypnotiques de ses pères fondateurs, le travail de mise en lumière de leur ombre, donc de l'ombre de nos pères fondateurs, qui existe encore dans nos subconscients, sous notre seuil de conscience par définition, permet en principe à tout un chacun de prendre ce qui soutient la vie et de laisser qu'est-ce qui l'étouffe. Il y a un vrai travail de réexamination individuelle par rapport à la socioculture, de voir qu'est-ce que nous voulons garder et qu'est-ce que nous ne voulons pas garder. Travail qui sous-tend d'ailleurs le mouvement déconstructiviste des jeunes woke. Encore faut-il en avoir la liberté intérieure d'abord, extérieure ensuite, et avoir pris le temps déjà d'intégrer justement les bases de notre socioculture. Nombre d'entre nous, avons été contraints à se faire injecter plusieurs doses de produits expérimentaux par un système jouant sur les pulsions régressives et les transhypnotiques de ses administrés. Le même schéma appliqué à une cellule familiale donnerait lieu à un placement instantané de l'enfant. Mais dans le cadre politique, on appelle ça la norme. Alors pour l'heure, beaucoup préfèrent le confort d'un connu dysfonctionnel à un inconnu générateur d'incertitude. Je peux les comprendre. Cela en dit long sur notre capacité à nous autoréguler, à nous reparenter, à nous réassurer. Cela en dit long sur le caractère infantile de notre développement neuropsychologique. Pour autant, ces aptitudes pourraient s'apprendre à l'école, dans le système éducatif. Il existe des techniques très faciles et très simples à apprendre et à transmettre. Imaginez ce que serait une société où l'on enseignerait à chacun à disposer d'un espace de paix et de tranquillité intérieure, où l'on enseignerait à se réaliser en tant qu'individu et en tant que membre d'un collectif. Petite pique pour les gens qui pensent que je suis un libéral terrible et que je n'ai rien à faire du collectif, c'est absolument faux, évidemment. Où l'on enseignerait à questionner et à remettre en cause ce qui nous serait présenté par l'autorité. J'avais, jadis, autrefois, en fac de psychologie, essayé d'enseigner un certain nombre de ces outils. Je me suis vite heurté à un mur et j'ai vite compris que le but de la faculté de psychologie était de produire un certain nombre de travailleurs, absolument pas le bien-être des élèves et des étudiants. Mais bon, bien souvent, l'on préfère, comme le dirait Taleb, une carte des Pyrénées dans les Alpes plutôt que rien. Un doudou plutôt que la froideur du réel. On joue à ce jeu truqué de peur d'essayer autre chose. Il est vrai qu'explorer les possibles demande une forme de sécurité intérieure, psycho-affective, dont ne disposent pas la plupart des individus, et la boucle est bouclée. Le jeu est biaisé jusqu'à la moelle, on y joue conformément à la loi de Yelin. La probabilité de gagner au loto est légèrement plus élevée si vous achetez un ticket, mais pas beaucoup plus. Mais une fois l'équation posée ainsi avec les concepts appropriés, au sein d'une approche transdisciplinaire incluant anthropologie, sociologie, biologie, psychologie, sciences politiques, théorie des systèmes, cybernétique et j'en passe, quelle alternative ? Le militantisme politique et le système démocratique étant condamnés à reproduire ontologiquement des logiques sacrificielles basées sur le sacrifice du bouc émissaire, cela invite à poser sur ces fonctionnements un peu de conscience. Pas forcément pour changer les choses, mais dans un premier temps pour discerner notre bouc émissaire et le distinguer comme tel, l'assumer. Dans un deuxième temps, sa persistance rétinienne, si j'ose dire, deviendra vite insupportable. Pourtant, René Girard nous apprend qu'il n'y a pas de société institutionnalisée sans sacrifice du bouc émissaire. Et nous, de nous tenir debout avec dignité et de répondre « Très bien, alors il n'y aura pas de société ». Alors dit ainsi, ça semble complètement naïf, bien peu réaliste, j'en conviens. Mais comprenez bien qu'il est question ici de lâcher le doudou que constituent nos mythes. Nous avons tous déjà interagi pacifiquement avec d'autres êtres humains, ne partageant ni nos mythes, ni notre culture. Cela est à notre portée, mais demande, c'est vrai, une forme d'éducation. Et cette éducation commence par apprendre et respecter les mythes de nos ancêtres pour les maintenir à leur juste place, de ne pas les vénérer,
mais de ne pas non plus les négliger. Une alternative pourrait, je ne dis pas que j'ai la vérité, je réfléchis avec vous, à égalité avec vous, je vous fais part, moi, de mes recherches, une alternative pourrait constituer dans la coexistence de sociétés liquides. Si toute institutionnalisation implique un sacrifice, ça n'est pas le cas dans les sociétés liquides qui se font et se défont au gré des objectifs fixés, des intentions, des buts, des propos. Mais si ces sociétés autocéphales sont encore marginales, ça n'est pas uniquement dû à la concurrence de leurs grandes sœurs plus anciennes et instituées. C'est surtout que les sociétés liquides demandent une certaine dépense énergétique. Notre système nerveux essaye d'économiser son énergie, de ne pas avoir à tout repenser trop souvent. Alors bon, ça mérite un petit sacrifice, non ? En tout cas, pour l'instant, l'humanité répond massivement oui, ok, on sacrifie plutôt que de dépenser du glucose, car elle ne réalise pas encore dans ses tripes ce que Gurdjieff appelait l'horreur de la situation. Notez également que les structures sociales des hommes sont à l'image de leur organisation psychique intérieure. Pour se maintenir dans un statut de dominant éthologique, cela implique nombre de sacrifices intrapsychiques que ne discernent pas, en général, ceux qui subissent cette domination. Cela est bien étudié en éthologie, où les grands singes dominants disposent certes des ressources telles que les femelles ou l'alimentation, mais le prix à payer est souvent un taux de cortisol bien plus élevé chez certaines espèces, avec des conséquences prévisibles, dont une espérance de vie plus courte, etc. Pour d'autres espèces, ce sera le taux de testostérone qui va augmenter, qui certes pousse à l'action, mais fait aussi faire beaucoup plus de conneries et augmente la prise de risque. Vous me répondrez que le parallèle a ses limites, car on sait bien qu'en ce qui concerne les êtres humains, les CSP++ vivent en moyenne plus vieux et en meilleure santé, c'est vrai. Mais il n'est de toute façon pas question de faire l'éloge du statut de dominant ou celui de dominé. Simplement, pour recevoir parfois les confidences de différents êtres humains sur mon divan en position de forte domination éthologique, je puis vous affirmer qu'il y a un coup sur lequel ils ne communiquent que très rarement à l'extérieur. Et c'est cette façon de se maltraiter soi-même pour être en position de dominance que l'on retrouve ensuite dans leur rapport à autrui. Autrement dit, l'organisation intérieure de la psyché détermine l'organisation extérieure de la société. Ainsi, une organisation sociale liquide et non sacrificielle ne pourra advenir que si la majorité des individus qui la composent disposent eux-mêmes d'un rapport liquide à leur propre identité, c'est-à-dire d'une relation au soi qui ne passe pas par la médiation des rôles sociaux, des affects, des pensées, des cognitions, des actions et de tous les autres substituts possibles de la qualité d'être, tels que le fait d'avoir un sac à main ou des chaussures de telle ou telle marque, etc., etc. Cela peut sembler, et à mon avis à raison, lointain, mais fondamentalement, et de vous à moi, de quelles alternatives disposons-nous ? À l'heure où les uns déconstruisent sans avoir été construits, ce qui les amène droit dans le mur, où d'autres font des mythes, des veaux d'or en ayant peur de leur disparition, j'aimerais simplement inviter chaque auditeur à évaluer lucidement s'il est passé convenablement dans sa vie et son histoire par ces deux phases. Une phase de construction dans laquelle il est question de se taire, de plier, d'écouter le legs des générations passées, de l'entretenir, de le respecter, d'en voir aussi la valeur et la profondeur, puis seulement alors une phase de déconstruction qui vise à s'émanciper, s'individualiser et essayer peut-être de créer ou d'ajouter un élément particulier, singulier, à ce legs des générations passées. Et donc j'invite l'auditeur à évaluer lucidement s'il est passé par ces deux phases, en quantité et en qualité, de manière suffisante. Et il y a des moyens d'évaluer cela, scientifiquement de surcroît. Une fois cette évaluation effectuée lucidement et les éventuels déséquilibres détectés puis corrigés, en votre âme et conscience, il ne restera plus alors qu'à faire confiance à la vie avec un V majuscule. Comme le disait Albert Camus, et je terminerai sur cette citation, la liberté n'offre qu'une chance d'être meilleure, la servitude n'est que la certitude de devenir pire. Eh ben, c'était très intéressant. Mais effectivement, c'est cette approche du versant psychologique des rapports de domination est très intéressante. Effectivement, oui, je vois pas en quoi on pourrait te traiter de libéral ou qui est une quelconque polémique, quoi.
Non, parce qu'effectivement, n'est-ce pas au final le versant psychologique, mais quand Marx parle d'aliénation d'une certaine manière, il fait un peu rapport à ça. Quand Bourdieu nous parle des différents rôles que va incarner, quand tu parles de transhypnose, c'est bien ça, transhypnotique. Transhypnotique, oui. Au final, ouais, ouais, et on avait d'ailleurs Celtic Man qui nous avait parlé de Laurent Oberton sur le Twitch, parce qu'effectivement, Oui. il parle de la tranquillisation de la population, transformer les loups en agneaux. Mhm. Donc, non, non, mais effectivement, c'est très intéressant et c'est une approche très enrichissante des différents rapports de domination. N'hésitez pas à poser vos petites questions sur le Twitch. Excuse-moi, je t'en prie. Non, je t'en prie. En plus, après, il y a aussi une autre chose, parce que moi, là, j'ai parlé essentiellement des rapports des transhypnotiques, c'est-à-dire de tout l'aspect éducationnel, quelque part, qui favorise cette Ouais. aliénation des masses. Et de effectivement comment lorsqu'on est tous les jours justement face à des médias et face à des choses qui vous disent vous n'êtes pas une bonne personne si vous n'avez pas tel truc ou tel truc, ça contribue à aliéner. Après, il y a aussi des facteurs plus analytiques qui vont être plus qu'on va retrouver dans la pensée de droite, comme le quotient intellectuel, etc., qui est quand même corrélé justement. Enfin, aujourd'hui, on sait que la classe sociale est corrélée à 0,50, 0,60 à peu près avec le quotient intellectuel. Donc il s'agit justement de défusionner des narrations où tout Bourdieu, tu vois, ou tout Oui. analytique, tu vois, pour essayer d'avoir un petit peu de champ et pour pouvoir penser les choses et surtout pour pouvoir dialoguer avec tout le monde. D'accord. Ben oui, 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 c'est juste. En tout cas, non, non, c'est une approche qu'on va garder sous le coude. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Twitch. Y a eu un grand débat visiblement sur Ah, le Twitch, alors vas-y, moi je le vois pas le Twitch. Attends, je mais vais regarder. on n'a pas eu trop de questions. Bah voilà, les points de vue de chacun effectivement, les opinions qui s'affrontent. Non, bah, on n'a pas eu trop de questions. Et ben moi j'aimerais bien justement que les gens qui s'affrontent au niveau des opinions se rendent compte qu'il n'y a rien à affronter en fait, puisqu'on parle pas du même, on parle pas de la même chose tout simplement. C'est-à-dire, Ben, on parle pas de la même chose, c'est-à-dire qu'il y a pas à opposer l'éducation et il n'y a pas à opposer l'inné et l'acquis. Enfin, ça se complète. Donc on se dispute à partir de quoi au juste? oui, c'est juste. Chacun a ses opinions, ses propres expériences. Mais Et c'est ce que je disais, pardonne-moi, c'est ce je que je t'en prie. disais à un moment donné dans la conférence, c'est ce que je dis, c'est que pourquoi est-ce que les gens se disputent alors qu'il n'y a pas de motif fondamental à partir du moment où on est clair? Les gens se disputent parce qu'ils se sentent impuissants et qu'ils se déchargent leur biologie sur les gens qui pensent pas comme eux, comme des rats de laborie. Et c'est dramatique, parce C'est- qu'on n'est pas en train de construire ensemble quand on fait ça. Bah oui, 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 c'est juste. Construisons ensemble. Bon, pas de questions sur le Switch, hein, c'est un petit peu calme. Je vais rappeler ta chaîne YouTube, hein, Hypnomachie. On trouve ça en tapant ça sur YouTube. On a plein de vidéos, de l'actualité, des concepts de communication, beaucoup de concepts de psychologie aussi, hein. Beaucoup. Et c'est très très intéressant. J'avais une petite pensée. Non, non, mais en tout cas, ouais, c'est très intéressant, notamment les concepts de psychologie, parce que c'est pas une science. Au final, ça reste de la. C'est pas une science Freud. Hein, bah, Freud est controversé, c'est pas une science sûre, et malheureusement, du point de vue, on va dire, des médias mainstream, c'est pas des choses qui sont suivies et utilisées, quoi. Moi, je suis pas spécialement freudien, même si je m'intéresse à la psychanalyse, que de toute C'était façon, je m'intéresse. l'exemple, en fait. Tout le monde est un peu controversé dans ce domaine-là, en fait. Et c'est très bien. La controverse, c'est ce qui fait qu'on construit ensemble et qu'on réfléchit ensemble. Et c'est très très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, le terme controversé, on voit que dans les médias, tu sais, on se dit ah mais un tel est controversé. Ça devient une espèce d'anathème où on se dit ah là là controversé, ça veut dire que il faut pas l'écouter. Mais pas du tout. La controverse, c'est la base de la connaissance humaine. Donc c'est là où on voit que ça encore, c'est aussi un mécanisme d'influence médiatique absolument terrible. Bah, c'est juste, et ça génère des débats souvent de mauvaise foi, puisque souvent les gens sont pas forcément rationnels, quoi. Mais c'est quelque chose où j'ai eu beaucoup de mal. Là, il y a quelques temps, j'ai fait quelques vidéos et où j'ai des gens fortement politisés qui arrivent et en fait, ils ne comprennent pas mon travail et ils restent bloqués dans le logiciel pour ou contre et c'est extrêmement fatigant parce que voilà, ils comprennent pas ce que je fais, quoi. D'accord, bah oui, 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 je comprends. Voilà. On a Alors, des... ouais, vas-y, je vois les Oui. questions. Bah Ouais. oui, voilà, on a une petite question Ouais. sur le Twitch. Allez, vas-y. Je me tenterai pas à essayer de lire le pseudo Belravi. Euh, Petite question. Donc, le niveau émotionnel vécu psychiquement ou corporellement n'est-il pas un bon élément pour évaluer nos attachements à nos doudous narratifs et mythologiques? Ah Une oui, certaine complètement. atraxie ne signifie-t-elle pas un certain détachement à ces narrations?
une certaine ataraxie. Oui, Ataraxie, complètement. oui, pardon. Complètement. Oui, l'ataraxie, c'est la tranquillité d'âme justement, qui est la conséquence de tout ce travail dont je parle, et dont parlaient déjà les Grecs anciens, hein, bien sûr. La nouveauté, c'est que par rapport aux Grecs anciens, depuis, on a pu mettre au point toute une méthode, alors qu'avant, c'était plus empirique, mais empirique, ça veut pas dire que ça marche pas. Donc oui, oui, bien sûr, évidemment, c'est le calme dans le corps. Ça rejoint d'ailleurs la théorie polyvagale, etc. Enfin voilà, quand le corps est calme et le système nerveux est calme, c'est effectivement le signe qu'une partie de ce travail a pu être fait. Attention cependant, parce qu'il y a certaines transes hypnotiques qui peuvent créer l'illusion d'un calme. Et donc il y a des signes des signes cliniques qui permettent de distinguer ce calme réel d'une transe hypnotique de quelqu'un qui se persuade qu'il est calme. Voilà, et qui est simplement en train de refouler et d'attendre le moment de l'implosion. D'accord, des signes cliniques. Alors, je suis en train de. On a une question de quelqu'un qui suit Bascar. Poulain 1, il nous demande pourquoi on l'a invité. À quel moment avez-vous pensé que son discours irait dans votre sens, c'est-à-dire nationaliste? Merci pour cette question. En fait, je sais pas, c'est vrai on invite un peu tout le monde. L'intelligence est partout. Et puis, bon, c'est vrai, non, l'intelligence est vraiment partout, donc non, y a pas de raison, quoi. Mais moi, je trouve que c'est tout à votre honneur, justement, parce que trop souvent, des gens n'invitent que des gens qui pensent comme eux. Et d'ailleurs, moi-même, je serais ravi si jamais ou toi ou d'autres personnes de l'équipe ont des choses à rétorquer aux différents arguments que j'ai pu développer au cours de ma présentation en faveur du nationalisme, mais allez-y. Ceci dit, je ne crois pas avoir fait une présentation qui était antinationaliste primaire, parce que déjà, je ne le pense pas, et que je fais bien une différence entre le nationalisme et le nationalisme obligatoire. Et que si le nationalisme obligatoire est une violence et le sacrifice de l'individu, le nationalisme librement consenti, lui, permet simplement à des individus de s'agréger et de faire de grandes choses ensemble. Et il me semble qu'il n'y a rien de critiquable là-dedans. Il y a même quelque chose, une forme de beauté esthétique dans le sentiment nationaliste. Moi, je suis allé au Puy du Fou il n'y a pas longtemps. Il y avait une forme oui, il y a une esthétique du nationalisme auquel je comprends tout à fait qu'on puisse être sensible, bien sûr. Et puis en plus, je dirais qu'on se définit comme souverainiste, qui est autre chose. Mais effectivement, dans l'esprit, oui, c'est un amalgame qui peut se faire. Et on comprend tout à fait. Mais en tout cas, oui, on invite tout le monde. Je regarde un petit peu. Oui, effectivement, tout est mythe. Mais c'est ainsi. Même si ça part, on peut dire, à partir du moment du réel d'une certaine manière, malheureusement, tout n'est que mythe et récit. Très 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 souvent ce genre de, alors je sais pas qui a dit ça et depuis quel espace, parce que c'est déjà par le chat et en plus Non, toi oui, qui me c'était les discussions sur Twitch. mais mais je suis toujours méfiant avec ce genre de phrase. Moi, il y a des gens qui me disent tout est hypnose, tu vois, ça revient un petit peu au même, tout est mythe, tout est récit, Oui. tout est hypnose. Non. Ça, j'ai une phrase de Wittgenstein que j'adore qui dit pour que la porte tourne, il faut que les gonds restent à leur place. C'est-à-dire que il y a forcément un endroit qui doit être fixe pour que tout soit relatif. Donc, il y a un point central. Donc, je vous invite à pas être trop catégorique sur le tout est. Beaucoup de choses sont mythes, beaucoup de choses sont récits, vraiment beaucoup de choses. Mais il y a quelque part quelque chose qui ne l'est pas. Eh bien, très bien. Et on a une dernière question de Bébert du futur. Rien que ça, il vient d'arriver du futur. Peut-on collectivement sortir des narratifs par d'autres narratifs reconnus pour leur performance selon un critère assumé? Des mythes liquides, en somme. Oh, quelle est intelligente cette question. Oh, quelle est intelligente. Alors, alors, voilà, elle est géniale ta question. J'aurais envie de faire une vidéo entière. Tiens, je vais faire une capture d'écran même. Déjà, je vais essayer de faire une réponse courte et probablement que je trouve tellement géniale ta question que j'en ferai même une vidéo. Et puis ça va me donner le temps de la réflexion aussi, parce que là, je vais répondre à chaud, mais je pense que c'est vraiment une question qui est tellement profonde qu'elle mérite vraiment quelque chose. Alors, tu dis, peut-on collectivement sortir des narratifs? Donc déjà, dans la première partie de la question, il y a l'idée, je crois non investiguée, tu me diras, Bébert, d'une volonté collective.
Mais cette notion, on sait qu'elle est. Nous n'avons aucun moyen à ce jour de pouvoir agréger les. C'est le théorème d'Arrow, même si, enfin, mon argument ne se limite pas au théorème d'Arrow, mais on n'a aucune méthode qui permette d'agréger les volontés collectives en une volonté générale. Donc, quand tu dis peut-on collectivement sortir des narratifs par d'autres narratifs reconnus, moi j'entends, je sais pas si j'entends bien, mais un groupe qui dirait nous on pense que ou nous on fait que, et en fait ce truc-là n'existe pas et est déjà un mythe. Donc je t'invite déjà à poser de la clarté sur ce truc-là pour voir qu'est-ce qui reste de ta question une fois que tu as déconstruit ça. Voilà. Par contre, l'idée de mythe liquide, oui, bien sûr, mais ça existe déjà et c'est pas si avancé que ça. Quand une entreprise, j'avais envoyé le rush à Viande Tiède, qui est un confrère youtubeur, je vous invite à aller voir son travail si vous voulez. Quand vous avez les entreprises qui fondent des cultures d'entreprise quelque part. C'est un mythe liquide. Une culture d'entreprise, c'est quelque chose qui ne va marcher que dans le système nerveux de 2-3 personnes qui seront fait hypnotiser, et puis dès que les patrons en ont plus besoin, ils la limogent. Donc ce sont déjà des mythes liquides quelque part. Mais ces mythes-là sont quelque part sacrificiels, puisque dans le récit que je vous en fais, on voit bien qu'il y a quelque part une partie du psychisme des salariés qui se retrouve alors complètement sacrifié sur l'autel des intérêts des patrons à ce moment-là. Je suis vachement de gauche, moi, ce soir. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, on a une petite question de Max Payne. Quitte à paraître simpliste, existe-t-il des similitudes entre, pour reprendre votre expression, l'hypnose quotidienne et le nudge? Alors, le nudge, pour rappeler, pour ceux qui connaîtraient pas ce que c'est qu'un nudge, ce sont des petits procédés qui visent à aiguiller nos comportements quotidiens. L'exemple le plus connu en général, c'est le fait de mettre une petite mouche sur la céramique dans les urinoirs pour hommes. Comme ça, inconsciemment, on joue sur l'envie qu'on a de vouloir écraser la mouche et du coup, on pisse dans la pissotière et pas à côté. C'est des petites choses comme ça que les architectes ou les gens qui font du design, ils pensent à ça pour essayer de nous amener à avoir tel ou tel comportement. Par exemple, à nous asseoir à tel endroit plutôt qu'à tel autre, avec un siège qui va avoir telle forme plutôt que telle autre, etc., etc. Donc oui, il y a dans le nudge une forme d'hypnose quelque part, puisque c'est l'art d'essayer c'est une injonction en fait, c'est une injonction, et on peut hypnotiser par autre chose que la parole, bien sûr. On peut hypnotiser par le non-verbal, on peut hypnotiser aussi justement par le design. Donc oui, bien sûr, c'est une sous-ensemble de l'hypnose, si tu veux, oui, bien sûr. Puisque ça se fait sous le seuil de conscience des gens et parfois même contre leur intérêt. Ouais, bah oui, d'accord. Bah oui, je vois, c'est vraiment terrible. Souvenez-vous de ces bancs et de ces sièges anti-SDF qui ont été installés il y a quelques années dans les grandes villes. C'est une forme de nudge. On dit pas au SDF barre-toi d'ici. C'est moins subtil que la mouche quand même. C'est moins subtil que la mouche, on est d'accord. Bah, y a des niveaux de nudge, quoi. Eh ben nickel. Eh bien très bien, je suis en train de regarder. Allez, on a une question de Idriss d'un point de vue utilitariste. Crois-tu que l'hypnomachie puisse participer à éveiller les consciences? Crois-tu que ce que tu... Ah oui, est-ce que c'est ce que tu fais avec ta chaîne en somme? Si j'ai bien compris. Je n'ai pas d'approche utilitariste des choses. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait qui s'appelle justement qui traite de l'utilitarisme, qui s'appelle, je crois, ah mince, je ne me souviens même plus du nom de la vidéo. Bon, enfin, en tout cas, vous faites hypnomachie utilitariste, vous tombez dessus. Les ravages de l'utilitarisme, voilà. Donc, je n'ai pas du tout une approche utilitariste. Dans cette vidéo, je torpille l'approche utilitariste. Je ne vois pas l'intérêt, si j'ose dire, d'une approche utilitariste. Non. L'approche utilitariste, c'est considérer les gens et les consciences dans ton exemple comme des objets. Or, les gens ne sont pas des objets, ce sont des sujets. Donc, je n'ai pas à leur faire quoi que ce soit. Je donne de l'information et chacun en fait ce qu'il veut. Eh bien, parfait. Merci pour cette réponse. Bien, je pense que on a fait le tour pour les questions.
Ok. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur ta chaîne Hypnomachi. De toute façon, Oui, c'est marqué sur la petite vidéo en bas. Actualité, concept de communication et psychologie. Effectivement, sur l'utilitarisme, je me rappelle, il y avait Tatiana Ventose, je crois que c'était elle en vignette. tout tout à fait, j'avais pris des exemples de Tatiana Ventose qui à l'époque, et je crois qu'elle n'a pas beaucoup changé depuis d'ailleurs, peut-être que je dis une bêtise, mais je crois pas, a effectivement une approche extrêmement utilitariste des choses. Et d'ailleurs, il y a pas très longtemps, elle s'était faite critiquer sur les réseaux, justement parce qu'elle était passée vraiment d'un état d'esprit de gauche à des positions de droite sécuritaire à partir du moment où ça flambait en bas de chez elle. Ah, Et donc, d'accord. le roi était nu, quoi. On voyait la différence entre les grandes idées et qu'est-ce qui se passe quand tu mouilles le maillot. Bah oui, Voilà, effectivement. c'était intéressant de voir ce grand écart entre la théorie et la pratique. Ok, bah oui, effectivement. Ça devrait être. Certains changent de cap, effectivement, dans ces situations-là. Mais c'était vraiment surprenant parce elle était quand même très très étiquetée à gauche et là c'était vraiment la droite la plus dure Ouais. et elle soutenait vraiment le fait que de dire oui les policiers tiraient sur les gens, allez-y, enfin bon bref, elle avait complètement oublié ses idées de gauche, c'était très drôle. Bah oui, oui, c'est juste. On peut même se demander si c'était pas quelque part. Je vais pas dire l'objectif parce qu'il n'y a pas une volonté derrière, mais effectivement, les conséquences sont au final en faveur du pouvoir, je pense. En tout cas, du gouvernement. Parce que Il ça y a des gens, divisait un petit peu plus il le y a, il monde. y a des gens taquins qui te diraient que le réel est de droite et que quand le réel arrive, tu vois, tu abandonnes les idées, etc. Lucchini le dit très bien aussi. Hein. Moi, j'adore comment il le dit quand il dit oh, j'aimerais tellement être de gauche, mais il faut une telle supériorité morale, c'est incroyable, c'est tellement élevé, tu vois. J'aime bien parce que je trouve il est lucide sur son propre pathos et il y a quelque chose de très nuancé là-dedans. Je trouve qu'il n'est pas perché et en même temps, il reconnaît aussi la beauté de la chose. Donc, je trouve ça très sympa. D'accord, bah ouais, c'est marrant. J'ai une pensée sur Lucchini, c'est que tu prends un gars comme ça, tu lui mets une bouteille dans un coin de rue, et puis ça y est, ça passe aussi, quoi. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Bon, mais oui. voilà, c'est des fois, bon, des grandes phrases, bref. La vérité est le récit qui résiste le mieux au réel, dirons-nous. On invite nos auditeurs à te retrouver sur ta chaîne YouTube, Hypnomachi, avec plein d'informations. On va voir les chaînes, on met des pouces en l'air, et puis on s'abonne. Et puis ben, on va te souhaiter une très bonne continuation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, j'étais très touché. Et en plus, c'était l'occasion pour moi de faire une présentation dans un style que je ne fais pas d'habitude. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir essayer de nouvelles choses. Voilà. Bah oui, c'était très enrichissant, effectivement, j'ai pas osé t'interrompre. Beaucoup de noms, on va rechecker tout ça et on va googliser, parce qu'il y a beaucoup d'informations. En tout cas, merci, c'était très sympa à toi. Salut, Je salut. te souhaite une bonne continuation, et Toi puis à aussi. très bientôt sûrement. Merci. Allez, salut.